Ma nièce de 13 ans a anéanti la dernière volonté de son frère mourant et j'en suis encore bouleversé. Ce matin-là, à 8h, Kate a rassemblé tout le monde. Réunion de famille en urgence. Kelsey avait détruit la console de jeux vidéo de Bobby. Sans réfléchir, j'ai sauté dans ma voiture. Chez ma sœur, j'ai découvert plus de 7000 $ de matériel en miettes. Écran, manette, l'ordinateur, tout était fracassé. Bobby, recroquevillé dans son fauteuil roulant, sanglotait, pendant que Kelsey, 8 ans, se tenait planté au milieu du désastre, brandissant le club de golf doré de son beau-père, déniché dans le garage. Kelsey, mais qu'est-ce que tu as fait? Mamie a reculé, la main crispée sur sa poitrine. Bobby est en train de mourir. C'était son dernier souhait. Tu as perdu la tête. Tante Marie s'est précipitée, lui a arraché le club des mains et l'a poussé contre un mur si violemment qu'elle est tombée. Elle était debout à côté de mon lit à 5h du matin. Bobby s'est réfugié dans un coin, pointant Kelsey d'un doigt tremblant. Elle me fixait avec ce pied de biche. Je l'ai supplié de ne pas faire ça. Je vais mourir et elle a détruit tout ce qui me faisait plaisir. Destruction volontaire de biens, a lancé le beau-père Mark, déjà au téléphone avec la police. Il faut que quelqu'un vienne tout de suite. Kate a attrapé Kelsey par les épaules et l'a secouée. Excuse-toi auprès de ton frère mourant. Kelsey, muette, les yeux dans le vide, n'a pas bougé. C'est une sociopathe, a craché tante Marie. Regardez son visage, elle ne ressent rien. Toute ma retraite, pleurait mamie. J'ai tout sacrifié pour le dernier souhait de Bobby. Marc avait la voix brisée. 2 ans de facture médicale. On regarde notre fils dépérir et tu fais ça? Oncle Tony s'est approché de Kelsey. Il a un cancer, il a 11 ans et il va mourir. Enlevez-la de devant moi, a lancé mamie. Je ne veux même plus la voir. C'est là que Kelsey a posé le marteau et s'est assise sur le canapé. Est-ce que quelqu'un veut savoir pourquoi j'ai fait ça? Non, on s'en fiche, a hurlé Kate. Ton frère va mourir. Mais moi, je voulais comprendre. Je me suis agenouillée près d'elle. Kelsey, dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Tout le monde a râlé, mais elle nous a regardés un à un et, d'une voix ferme, a commencé « Bobby me fait vivre un enfer depuis 2 ans. Comment oses-tu » s'est étranglée Marie. « Il a tué mon hamster » a poursuivi Kelsey. « Il l'a noyé dans l'évier pendant que je criais. Il m'a obligée à regarder jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. C'était ton cadeau de Noël, mamie. » Le visage de mamie s'est figé. Tous les vendredis, il brûle mes devoirs pour que je me fasse gronder à l'école. Madame Richard a déjà appelé 6 fois parce que je ne rends rien. Maman a cru Bobby. Elle m'a accusée de paresse. Il a aussi versé du jus d'orange dans mon piano, celui que papa m'a laissé avant de mourir. Il roule sur mes dessins avec son fauteuil. Il a un cancer en phase terminale, a rugi Marc. Ce n'est pas une excuse, a-t-elle répliqué en criant. Il m'a enregistré en train de pleurer et a balancé ça sur Discord à ses copains. Tout le collège m'appelle Kelsey la pleurnicheuse maintenant. Je l'ai dit à Thanksgiving, oncle Tony. Tu as répondu qu'il ne serait plus là l'année suivante, qu'il fallait lui laisser ses petits plaisirs. Je l'ai dit à Noël, mamie. Tu m'as dit d'être patiente, qu'il allait bientôt mourir. À Pâques, j'en ai parlé à tante Marie, quand il a tué le lapin que tu m'avais offert. Tu m'as dit que les enfants malades faisaient parfois des bêtises. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Plus personne n'osait croiser un regard. Personne ici n'ignorait ce qui se passait. Vous m'avez tous répété que ce n'était pas grave, parce que Bobby allait mourir. Kelsey s'est relevée, le regard dur. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai tout cassé. Tout le monde s'est figé. Hier, j'ai compris. Maman avait laissé son ordinateur portable ouvert et je cherchais mes devoirs que Bobby avait encore effacés. Kelsey a sorti son portable. Mais je suis tombé sur ces virements bancaires. De vous tous. 40 000 $ en tout. Pour les soins médicaux de Bobby. Kate, livide, a tenté de se justifier. Kelsey, pourquoi tu fouillais dans mon... Elle s'est précipitée sur Kelsey, mais je me suis interposé. Laisse-la finir, ai-je coupé à Kate, dont le visage était devenu blême. Kelsey a continué, implacable. Mamie, toute ta retraite, oncle Tony, tes heures sup, tante Marie, ton 2e boulot, tout y passait. Elle a fait défiler l'écran. Billet d'avion en première classe pour 3 personnes et suite présidentielle au Grand Floridian à Disney World. 8 000 $, rien que pour le mois prochain. Pour mon beau-père, ma mère et Bobby. Un cri d'indignation a parcouru la pièce. Ce n'est pas vrai, a tenté ma sœur une dernière fois. Cette fois, oncle Tony lui a coupé la parole. Le mois prochain, Bobby est censé avoir une chimio à Philadelphie. Il hurlait. Ce n'est pas... On peut tout expliquer, a commencé Marc. Mais j'ai aussi trouvé leur conversation de groupe. Kelsey, téléphone en main, a lu à voix haute, message de Bobby la veille. Ce fauteuil roulant commence à me gonfler. Mes jambes sont engourdies à force de faire semblant. Réponse de maman. Encore 6 mois, mon chéri. Après, on aura assez. Le père ajoute, n'oublie pas de tousser à la réunion de dimanche. Et pleure si quelqu'un parle de Make-A-Wish. Bobby conclut, j'ai trop hâte d'aller à Disney. Ces idiots croient vraiment que je vais mourir. Surtout qu'elle sait, elle y croit à fond. Les jambes de mamie ont lâché. Elle s'est effondrée sur une chaise. Le silence était assourdissant. Lève-toi, ai-je ordonné à Bobby, la voix glaciale. Oncle Jeff, je ne peux pas me lever. Maintenant. Bobby a lancé un regard à ses parents. Kate sanglotait. Marc était blême. Et là, Bobby s'est levé et a fait 3 pas, sans la moindre difficulté. L'explosion a été immédiate. Tante Marie s'est jetée sur Kate. Oncle Tony a saisi Marc à la gorge. Mamie s'est mise à prier en italien, les larmes ruisselant sur ses joues. 2 ans, sanglotait-elle. Mon mari est mort d'un vrai cancer. Un vrai.
Tout ce matériel détruit par Kelsey, a-t-elle murmuré, les yeux posés sur les débris. C'était notre argent. Bobby a voulu arracher le téléphone à Kelsey. Supprime tout. Et c'est là que c'est arrivé. Vous vous souvenez du policier que Mark avait appelé en arrivant? Il était là, frappant à la porte. Kate et Mark allèrent devoir s'expliquer longuement. La porte s'est ouverte, un agent en uniforme est entré, a balayé la scène du regard, a rapidement demandé le silence d'un geste, puis a appelé du renfort à la radio. J'ai pris la main de Kelsey et je l'ai entraîné vers la cuisine, pendant qu'il commençait à séparer tout le monde dans des pièces différentes. Mamie a soudain porté la main à sa poitrine, sa respiration s'est coupée et ses jambes l'ont lâchée pour de bon. Elle s'est effondrée sur la chaise la plus proche. Au même moment, l'agent appelait les secours tandis que Mark, hors de lui, braillait qu'il voulait porter plainte contre Kelsey pour avoir saccagé 7 000 $ de matériel. Bobby, lui, restait figé, comprenant sûrement que la comédie du fauteuil roulant touchait à sa fin. En quelques minutes, 2 ambulanciers ont débarqué, fonçant vers Mamie avec tout leur attirail. L'agent Bowles, c'est ce que disait son badge, a commencé à prendre les dépositions pendant que son collègue photographiait les débris de consoles et de manettes qui jonchèrent le sol. Mark n'arrêtait pas de pointer Kelsey du doigt, exigeant qu'on l'arrête pour avoir volontairement détruit du matériel. J'ai sorti le téléphone de Kelsey en vitesse et montré à l'agent Bowles toutes les captures d'écran des virements et des messages du groupe. Quand il a lu les textos de Bobby où il racontait que ses jambes étaient toutes engourdies à force de faire semblant d'être paralysé, ses sourcils ont grimpé d'un cran. L'agent a redemandé une ambulance pour Mamie et a aussitôt réclamé la venue d'un inspecteur, comprenant qu'il s'agissait manifestement d'une affaire d'escroquerie. Il s'est tourné vers Mark et lui a clairement dit qu'il n'était pas question de porter plainte contre une gamine de 8 ans pour avoir cassé des objets achetés avec de l'argent volé. Kate s'est remise à pleurer de plus belle, suppliant qu'on n'en rajoute pas avec la police. J'ai demandé à Kelsey de m'envoyer toutes les preuves et relevés bancaires par mail pendant que l'agent Bowles surveillait l'opération, notant l'heure de chaque envoi. Ses mains tremblaient, mais elle a tout transmis sans broncher, pendant que les ambulanciers installèrent Mamie avec 1000 précautions sur le brancard pour l'emmener à l'hôpital. Tante Marie s'est approchée, encore sous le choc de sa propre colère, et a murmuré à Kelsey qu'elle était désolée de l'avoir bousculée contre le mur. Elle a reconnu qu'elle aurait dû écouter quand Kelsey lui avait parlé de Bobby et du lapin de Pâques. Oncle Tony, lui, était resté assis sans un mot, le visage enfoui dans les mains. Bowles a expliqué qu'il n'allait pas procéder à des arrestations sur le champ, mais qu'il ouvrait une enquête pour fraude et vol par tromperie, et qu'il faudrait aussi rédiger un rapport pour l'aide sociale à l'enfance, vu ce que venait de subir Kelsey. Kate est devenue blanche comme un linge et s'est mise à protester que l'ASE n'avait rien à faire dans leurs histoires de famille. L'agent m'a alors pris à part dans le couloir pour me conseiller vivement que Kelsey reste ailleurs quelques jours, le temps d'y voir plus clair. Kate, la mort dans l'âme, a finalement accepté que sa fille vienne chez moi pour 48 heures, ce que Bowles a noté scrupuleusement dans son carnet. Mark m'a lancé un regard noir chargé de reproches, mais il n'a rien dit. Je suis monté préparer un sac à Kelsey, qui attendait dans ma voiture, silencieuse et le regard perdu à travers la vitre. Une fois la maison derrière nous, je lui ai dit que je la croyais et que je lui promettais qu'elle était désormais en sécurité. C'est à ce moment-là qu'elle a enfin craqué, pleurant à chaudes larmes pour la première fois depuis qu'elle avait fracassé la console. Les larmes continuèrent de couler sur ses joues alors que nous roulions dans les rues endormis. Ce soir-là, après avoir installé Kelsey sur le canapé avec un chocolat chaud, j'ai appelé l'hôpital pour prendre des nouvelles de Mamie. L'infirmière m'a expliqué qu'elle avait pu rentrer chez elle, à condition de se reposer et d'éviter tout stress pendant quelques jours. Quand j'ai eu Mamie au téléphone, elle m'a avoué qu'elle aurait dû voir les signes, mais qu'elle n'avait pas voulu croire Kate capable d'autant de cruauté. Sa voix était brisée, fatiguée, tellement différente de la femme forte qui nous avait élevés. J'ai préparé la chambre d'amis pour Kelsey, avec des draps propres et une grosse couverture supplémentaire puisqu'elle aimait se blottir bien au chaud. Puis, j'ai envoyé un message à Kate pour poser des règles strictes concernant les contacts avec sa fille. Aucune visite sans moi et toutes les communications devaient désormais être tracées. Elle m'a répondu aussitôt une série de messages furieux, m'accusant de monter sa fille contre elle et de vouloir lui enlever Kelsey. J'ai pris soin de tout sauvegarder. Kelsey est entrée dans la chambre d'amis, a regardé autour d'elle l'espace que j'avais préparé, a posé son sac sur le lit et en a sorti un vieux lapin en peluche auquel il manquait une oreille. Je me demande comment Kate et Mark ont pu croire qu'un mensonge pareil tiendrait 2 ans sans que personne ne s'en rende compte. Quand Bobby s'est levé tout à l'heure, j'ai eu la nette impression qu'il ne cherchait même plus à dissimuler ses manigances. Kelsey m'a expliqué que ce lapin était le seul jouet que Bobby n'avait pas réussi à casser car elle le cachait dans son casier à l'école. Je l'ai aidé à ranger ses quelques affaires dans le tiroir de la commode et je lui ai montré où était la salle de bain. Elle m'a demandé si elle pouvait avoir un verre d'eau sur la table de nuit au cas où elle aurait soif dans la nuit. Une demande toute simple d'une gamine qui avait traversé l'enfer pendant 2 ans. Je lui ai apporté de l'eau et un petit encas, puis je me suis assis au bord du lit. Elle semblait toute petite, recroquevillée, les genoux serrés contre elle. Je lui ai dit qu'on verrait la suite demain, mais que ce soir elle pouvait se reposer et se sentir enfin en sécurité.
Elle a hoché la tête et s'est glissée sous la couette, serrant fort son vieux lapin écorché. Vers minuit, mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était oncle Tony qui m'envoyait, bouleversé, des captures d'écran de tous les virements qu'il avait fait à Kate ces 2 dernières années. Les montants m'ont filé la nausée. 500 ici, 800 là, presque 10 000 $, tout gagné à la sueur de son front en heures sup. Il n'arrêtait pas de s'excuser, disant qu'il aurait dû demander des justificatifs ou appeler l'hôpital, mais qu'il avait fait confiance à sa famille. J'ai tout archivé précieusement pendant que Kelsey dormait au bout du couloir. Tony m'a écrit encore, honteux d'avoir fermé les yeux quand Kelsey était venue se confier à lui à Thanksgiving au sujet de Bobby. J'ai passé les 3 heures suivantes à reconstituer la chronologie de tous les épisodes de maltraitance que Kelsey m'avait racontés. Le hamster noyé, juste après Noël, les devoirs brûlés, ça avait commencé en février et c'était devenu un rituel tous les vendredis. Le piano avait été détruit en mars, à peine 2 semaines après l'anniversaire de la mort de son père. À chaque fois qu'elle en parlait à un adulte, on la repoussait, prétextant que Bobby était supposé être mourant. Ce scénario me donnait la nausée. Vers 3 heures du matin, Kelsey s'est réveillée et m'a trouvé encore penché sur mon travail à la table de la cuisine. Elle s'est assise à côté de moi et a commencé à me raconter plus en détail l'histoire du hamster. Bobby m'a appelé dans la salle de bain en me disant qu'il voulait me montrer un truc cool. Quand je suis arrivé, il tenait déjà mon hamster au-dessus du lavabo plein d'eau. Je le suppliais d'arrêter, mais il riait et l'a plongé sous l'eau alors que je criais et essayais d'attraper ses bras. Le hamster s'est débattu une 30aine de secondes avant de ne plus bouger. Kate a débarqué en courant après avoir entendu mes cris, mais Bobby lui a dit que j'avais fait tomber le hamster dans les toilettes par accident et que j'en faisais toute une histoire. Kate l'a cru sans hésiter et m'a ordonné d'arrêter de pleurer pour si peu. Kelsey est allée dans sa chambre dessiner son hamster. Elle gardait précieusement ce dessin caché dans son classeur d'école. Elle l'a sorti de son sac à dos et m'a demandé si on pouvait l'encadrer pour garder un souvenir de lui. Le lendemain matin, l'agent Bowles m'a appelé pour m'informer que son rapport avait été transmis à l'inspecteur Abel Brandt, spécialisé dans les affaires de fraude financière. Moins d'1 heure plus tard, le fameux inspecteur m'appelait directement. Il avait la voix fatiguée mais très attentive. Il m'a expliqué que les fraudes familiales étaient bien plus fréquentes qu'on ne l'imaginait et m'a demandé si je pouvais lui apporter toutes les preuves au commissariat dans l'après-midi. Il voulait entendre tout le monde, mais tenait d'abord à voir ce que nous avions rassemblé. Pendant que je parlais avec lui au téléphone, j'ai reçu un message de Kate disant qu'une intervenante de l'aide sociale à l'enfance venait d'arriver chez eux. J'ai perçu comme une inquiétude dans la voix de Brandt quand je lui ai appris la nouvelle. Il a supposé que l'ASE avait sans doute déjà reçu le rapport de Bowles. 1 heure plus tard environ, j'ai reçu un appel de l'enquêtrice de l'ASE, Marianne Boucher, qui m'a expliqué qu'elle venait de quitter la maison de Kate et Mark. Elle m'a raconté qu'elle avait trouvé le matériel de jeu encore éparpillé, détruit, sur le sol du salon, et que Mark s'était montré extrêmement sur la défensive dès qu'elle abordait la dynamique familiale. Kate, elle, avait tenté de minimiser les faits, prétendant qu'il ne s'agissait que d'un malentendu à propos des factures médicales. Mais Marianne avait repéré assez de signaux d'alerte pour ouvrir une enquête complète. Elle devait interroger Kelsey dans les 48 heures dans un centre spécialisé. Cet après-midi-là, je suis allé chez Mamie avec mon ordinateur portable et mon scanner pour l'aider à réunir tous ses relevés bancaires. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle sortait un à un les dossiers montrant les retraits effectués sur son compte retraite. Nous avons scanné chaque reçu et bordereau, le tout s'élevant à 14 800 $. Elle fondait régulièrement en larmes, répétant que son mari était mort d'un vrai cancer de l'estomac 5 ans plus tôt et que toute cette histoire lui donnait l'impression qu'on salissait sa mémoire. Elle m'a montré des photos de lui lors de ses véritables séances de chimiothérapie. Chauve, amaigri, visiblement malade, rien à voir avec Bobby, qui respirait la santé. Elle disait avoir tout donné à Kate, incapable de supporter l'idée que l'un de ses petits-enfants traverse ce que son mari avait enduré. Pendant que nous scannions les documents, tonton Tony a appelé depuis son chantier, pendant sa pause déjeuner. Il n'arrêtait pas de repenser à toutes les fois où Kelsey avait essayé de lui faire comprendre qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il se souvenait tout particulièrement de ce Thanksgiving, où elle lui avait montré des bleus sur le bras, en disant que Bobby l'avait serré si fort qu'il lui avait laissé des marques. Il lui avait répondu que les enfants malades pouvaient parfois avoir des réactions excessives et qu'il fallait être patient, car Bobby ne serait sans doute plus là l'année suivante. Aujourd'hui, il voulait rédiger une déclaration officielle à l'attention de l'enquêteur, détaillant tout ce qu'il avait vu et ignoré. 2 jours plus tard, le détective Brandt m'a recontacté pour me tenir au courant de ses avancées. Il avait déjà lancé des demandes pour obtenir les dossiers de la compagnie aérienne, prouvant la réservation du voyage à Disney, et il était en train de rassembler les dossiers médicaux de l'hôpital, où Kate affirmait que Bobby était soigné. Il a expliqué qu'avec ce genre d'affaires, il suffit de tirer un fil pour que tout s'effondre rapidement. Mais il m'a prévenu que les procédures pouvaient durer des mois avant d'être définitivement réglées. Il semblait toutefois très confiant, surtout après avoir vu les captures d'écran du groupe familial où ils parlaient ouvertement de leur arnaque. La substitut du procureur, Lena Boswell,
m'a appelé dès le lendemain matin pour m'expliquer que Brandt l'avait informé du dossier. Elle voulait s'assurer que tout soit fait dans les règles, histoire d'éviter la moindre faille qui pourrait permettre à Kate et Mark de s'en sortir. Elle s'est attardée sur les captures d'écran montrant les trois en train de préparer leur mensonge, insistant sur le fait que ce genre de preuve était inestimable pour prouver la conspiration. Elle conseillait de rassembler absolument tous les documents possibles avant d'aller plus loin dans les arrestations. Ce soir-là, Kelsey et moi étions assises devant mon ordinateur à fouiller son téléphone à la recherche de nouveaux éléments. Elle m'a montré des enregistrements Discord où l'on entendait clairement la voix de Bobby rire avec ses amis en la faisant pleurer. Il l'appelait Kelsey la pleurnicheuse et se moquait ouvertement de ses réactions à leur mauvais tour. Elle avait aussi des photos de ses devoirs brûlés et noircis dans le brasero du jardin, ainsi qu'une vidéo du piano avec du jus d'orange ruisselant entre les touches. Elle avait accumulé ses preuves pendant des mois, sans même s'en rendre compte, cherchant simplement à prouver à quelqu'un, n'importe qui, qu'elle n'inventait rien. J'ai alors attrapé mon téléphone et appelé l'hôpital pour enfants dont Kate parlait souvent lors des repas de famille. La standardiste m'a transféré au service d'oncologie pédiatrique, où une infirmière a décroché après quelques sonneries. J'ai expliqué que j'appelais au sujet du dossier médical de mon neveu Bobby à cause d'une urgence familiale. Elle est restée silencieuse un moment, puis m'a répondu qu'en raison des règles de confidentialité, elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer la moindre information concernant un patient. Elle m'a conseillé de transmettre la demande via les autorités compétentes, car elles seules étaient habilitées à le faire. Je l'ai remercié avant de raccrocher, partagé entre la frustration et la compréhension. Après tout, ils étaient tenus de respecter les procédures. Pendant ce temps, Marianne, des services de protection de l'enfance, s'est rendue chez Kate et Mark afin d'avoir un entretien au sujet de toute cette histoire. Quand Kate a ouvert la porte, elle avait l'air épuisée, les yeux rouges et gonflés. Marianne les a installés dans le salon, puis a commencé à interroger le couple sur le diagnostic de Bobby. D'abord, Kate a soutenu que Bobby avait été mal diagnostiqué par un jeune médecin qui s'était trompé sur les symptômes. Puis, elle a changé de version, prétendant qu'il cherchait en réalité un traitement expérimental que la mutuelle ne prenait pas en charge. Lorsque Marianne a voulu des précisions, Mark est intervenu en affirmant qu'il s'agissait simplement d'un malentendu à propos du paiement. Marianne notait soigneusement chaque contradiction dans son carnet, son stylo courant d'une page à l'autre. De son côté, Daisy Bowden, la conseillère d'orientation du collège de Kelsey, a commencé à éplucher les feuilles de présence et les bulletins scolaires. Elle a tout étalé sur son bureau et a enfin distingué le schéma que Kelsey lui avait décrit. Chaque vendredi depuis un an, des devoirs non rendus dans plusieurs matières, les notes qui chutaient, puis Kelsey qui faisait tout pour rattraper avant de retomber la semaine suivante. Daisy a comparé ces dates à celles où Kelsey avait confié à différents professeurs avoir des problèmes familiaux. La concordance était évidente, et Daisy s'en est voulu de n'avoir rien vu plus tôt. Elle s'est alors mise à rédiger un rapport détaillé retraçant la chute des résultats de Kelsey à chaque fois qu'elle sollicitait de l'aide. Ce soir-là, j'ai reçu un message vocal de mamie, moitié en italien, moitié en anglais. Sa voix tremblait lorsqu'elle évoquait son mari Antonio et tout ce qu'il avait enduré lors de sa vraie chimiothérapie. Elle racontait l'avoir vu perdre ses cheveux, vomir des heures entières, s'éteindre peu à peu. Elle disait avoir honte d'avoir utilisé le souvenir de son mari pour faire culpabiliser Kelsey et l'inciter à être patiente avec Bobby. Elle voulait réparer les choses, mais ne savait pas par où commencer, passant d'une langue à l'autre au fil de ses pensées. Le lendemain matin, le détective Brandt m'a rappelé avec du nouveau. La compagnie aérienne lui avait envoyé les documents demandés, 3 billets en première classe pour Orlando, au nom de Kate, Mark et Bobby, pour le mois suivant. La réservation pour le Disney Resort mentionnait une suite présidentielle au Grand Floridian, réservée pour une semaine complète, le tout payé par carte de crédit au nom de Kate pour un montant dépassant $8 000. Depuis des mois, Kelsey avait gardé des preuves des mauvais traitements infligés par Bobby. Alors que tout le monde doutait d'elle, entre les enregistrements Discord, les photos de devoirs brûlés et la fameuse vidéo du piano, elle rassemblait sans même s'en apercevoir un dossier, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un la croirait enfin. Le détective a ajouté ces éléments à son épais dossier de preuves et m'a assuré que l'enquête avançait vite. 2 jours plus tard, l'hôpital pour enfants a finalement répondu à la demande officielle du détective Brandt concernant les dossiers médicaux de Bobby. Aucune trace en oncologie, ni rendez-vous de chimiothérapie, ni diagnostic de cancer. Les seuls éléments au dossier étaient des consultations pédiatriques habituelles pour des maladies courantes, type angine ou otite. La dernière visite remontait à 6 mois, pour une angine traitée par antibiotiques. Pour le détective Brandt, c'était la preuve irréfutable qu'il lui manquait pour démontrer que toute cette histoire de cancer était inventée de toutes pièces. Cet après-midi-là, Mark m'a appelé sur mon portable alors que je préparais le déjeuner de Kelsey à l'appartement. Il a enchaîné les excuses, expliquant qu'il cherchait simplement un deuxième avis médical et que tout était parti d'un malentendu qui avait pris des proportions démesurées. Je lui ai signalé que j'enregistrais la conversation, ce qui était légal dans notre État, même sans son accord.
Il s'est immédiatement braqué et a commencé à m'accuser de vouloir le piéger. Il a juré qu'il n'avait jamais voulu que la situation dégénère à ce point, que tout était parti d'un petit mensonge. Quand je lui ai demandé des explications sur les billets pour Disney, il m'a raccroché au nez sans répondre. Plus tard dans la journée, un camarade de classe de Kelsey lui a envoyé des captures d'écran du serveur Discord de Bobby. On y lisait que sa famille était composée de rageux et qu'il avait failli se faire prendre, mais s'en était sorti. Il se vantait d'avoir mené tout le monde en bateau pendant 2 ans et s'attribuait un Oscar pour sa prestation. Il plaisantait même sur le fait de s'entraîner à faire semblant d'être en fauteuil roulant, râlant de devoir tousser sans arrêt. Le garçon qui a transmis les captures a précisé que Bobby ne réalisait pas que ces messages pouvaient servir de preuve contre lui. La procureure Lena Boswell a passé en revue toutes les preuves rassemblées par le détective Brandt et a commencé à rédiger les premières charges. Escroquerie pour les 40 000 $ extorqués à la famille, complot en vue de commettre une fraude, puisque tous les trois avaient tout planifié ensemble, et maltraitance sur mineurs pour ce que Kelsey avait enduré pendant 2 ans. Elle a précisé dans son dossier que la destruction du matériel de jeu par Kelsey ne ferait l'objet d'aucune poursuite, dans la mesure où ce matériel avait été acheté avec de l'argent volé et n'appartenait donc pas véritablement à Bobby. Elle avançait avec prudence, mais tenait à ce que les charges tiennent devant un tribunal. Les services sociaux ont convoqué une réunion et mis en place un plan de sécurité pour Kelsey. Elle devait rester chez moi le temps de l'enquête et de la procédure judiciaire. Kate n'aurait droit qu'à des visites surveillées dans les locaux des services sociaux, sous la supervision d'un travailleur social, tandis que Mark n'aurait absolument aucun contact autorisé avec Kelsey en raison de son comportement agressif. Kelsey a semblé soulagée quand Marianne lui a expliqué la situation, même si son visage s'est assombri en comprenant qu'elle ne pourrait plus voir sa mère comme avant. C'est difficile à comprendre, à 8 ans, que sa propre mère ait pu faire une chose aussi grave. Ce premier week-end, je l'ai emmenée chez Target et je l'ai laissée choisir elle-même de quoi personnaliser sa nouvelle chambre chez moi. Elle a choisi une veilleuse violette en forme de papillon et a passé 21 minutes à tester chacune de celles en rayon pour trouver la plus lumineuse. On a acheté des étagères pour ses dessins, qu'elle a ensuite classées par couleur pendant que je préparais des crêpes le samedi matin. Elle n'a mangé que 3 bouchées avant de s'arrêter, en me regardant comme si elle s'attendait à ce qu'un malheur arrive. Je lui ai dit qu'elle pouvait manger autant ou aussi peu qu'elle le souhaitait, et elle s'est assez détendue pour finir la moitié de la pile. Le lendemain matin, elle s'est réveillée en hurlant à cause d'un cauchemar et il m'a fallu 1 heure pour la rassurer. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer, inondé de messages du groupe familial. Tante Marie écrivait de longs messages pour s'excuser de ne pas avoir écouté Kelsey à Pâques, quand Bobby avait tué ce lapin. Oncle Tony m'envoyait des captures d'écran de ses virements faits à Kate, accompagnés d'émojis furieux, et répétait qu'il se sentait comme le dernier des imbéciles. Quant à Kate, elle laissait des messages vocaux en pleurant, disant qu'on exagérait tous et finissait par crier que je lui avais volé sa fille. J'ai coupé le son du groupe, mais j'ai tout sauvegardé pour l'avocate, car je savais que j'en aurais besoin. Le lundi matin, j'ai appelé l'école de Kelsey pour demander à parler à la conseillère et la mettre au courant de la situation. Daisy Bowden a organisé dès le mercredi des séances hebdomadaires pour Kelsey et a noté dans son dossier qu'elle traversait une période de traumatisme familial. Elle est allée voir tous les professeurs de Kelsey pour leur demander de lui accorder plus de temps pour ses devoirs, sans attirer l'attention sur elle. Ce jour-là, en rentrant de l'école, Kelsey m'a dit « Madame Richard m'a adressé un vrai sourire et m'a demandé si ça allait. » Le mardi, Marianne des services sociaux m'a appelé pour m'annoncer que Kelsey devait passer un entretien officiel au centre d'aide à l'enfance, en centre-ville. Elle m'a expliqué qu'il y avait là-bas des salles spéciales équipées de caméras et que des professionnels formés discuteraient avec Kelsey de tout ce qui s'était passé. Elle m'a précisé que je pourrais suivre l'entretien depuis une autre pièce, mais que je ne pourrais pas être à ses côtés. L'entretien était programmé pour le jeudi et Marianne a pris 1 heure au téléphone pour nous expliquer en détail comment ça se déroulerait afin que Kelsey ne soit pas trop anxieuse. Dans la même semaine, le détective Brandt a commencé à appeler les membres de la famille pour recueillir leurs témoignages officiels. Il a commencé par la grand-mère, chez elle, et elle lui a montré tous les reçus concernant l'argent qu'elle avait donné à Kate. Elle a pleuré tout le long, répétant qu'elle aurait dû exiger les dossiers médicaux, mais qu'elle s'était fiée à sa propre fille. Tante Marie l'a retrouvée au commissariat avec des emails imprimés où Kate décrivait précisément les traitements de Bobby. Oncle Tony a témoigné pendant sa pause déjeuner et a avoué avoir fait des semaines de 60 heures pendant 6 mois pour payer une chimiothérapie qui n'a jamais existé. Plus tard, le détective m'a confié que les 3 semblaient anéantis d'avoir compris depuis quand ce mensonge durait. Jeudi matin, il m'a appelé avec une nouvelle qui m'a glacé le sang. Quelqu'un l'avait informé que Kate avait contacté la fondation Make-A-Wish 3 mois plus tôt pour obtenir un séjour à Disney pour Bobby. L'association a confirmé avoir reçu une demande affirmant que Bobby souffrait d'une leucémie en phase terminale et n'en avait plus que pour 6 mois. Il n'avait pas encore donné suite, attendant les justificatifs médicaux que Kate promettait d'envoyer. Cela montrait qu'elle n'essayait pas seulement d'arnaquer la famille, mais qu'elle était prête à escroquer des associations venant en aide à de vrais enfants malades. Cet après-midi-là, alors que j'étais au bureau, Kelsey m'a envoyé un message depuis l'école. Elle avait trouvé quelque chose d'important sur son téléphone. Quand je suis venu la chercher, elle m'a fait écouter un enregistrement audio datant du mois précédent, où Bobby s'entraînait à simuler la maladie. On entendait Kate en arrière-plan lui souffler de tousser plus fort et de paraître plus faible.
Elle lui dictait même quoi répondre si on lui posait des questions sur ses traitements. Bobby riait et disait « C'est mieux qu'un cours de théâtre ». Le détective a dit que c'était la meilleure preuve qu'il ait vue en 20 ans d'enquête pour escroquerie. Le vendredi soir, vers 9h, quelqu'un s'est mis à cogner à ma porte d'entrée tellement fort que tout le cadre tremblait. C'était Mark, dehors, qui hurlait que je n'avais pas le droit de priver sa femme de sa fille. J'ai attrapé Kelsey. Je l'ai entraînée dans la chambre du fond, j'ai verrouillé la porte et j'ai appelé le 17. Je suis resté en ligne avec l'opératrice pendant que Mark continuait de frapper et de hurler des menaces si je n'ouvrais pas. La police a mis 12 minutes à arriver, mais Mark était toujours là, en train de donner des coups de pied dans la porte quand ils l'ont interpellé. Ils l'ont arrêté pour menaces et troubles à l'ordre public, sous les yeux de Kelsey qui regardait par la fenêtre. Le lundi suivant, je me suis présenté au tribunal pour demander une ordonnance de protection contre Mark et la garde d'urgence de Kelsey. Le juge a examiné les rapports de police et les documents de la protection de l'enfance avant d'accorder immédiatement une ordonnance provisoire. Mark devait rester à au moins 150 mètres de nous et Kate ne pouvait voir Kelsey qu'au bureau de la protection de l'enfance, sous supervision. Il avait l'air écœuré en découvrant toute l'histoire de la fausse maladie, mais il est resté professionnel. 2 jours plus tard, la protection de l'enfance a officiellement déposé une requête pour négligence devant le juge aux affaires familiales. Ils ont mis en place tout un plan que Kate devait suivre pour espérer récupérer Kelsey. 12 semaines de cours de parentalité, 2 séances de thérapie individuelle par semaine et des tests de dépistage de drogues inopinées, même si la drogue n'était pas en cause. Bobby devait aussi passer une évaluation psychologique et suivre une thérapie hebdomadaire pour comprendre d'où venait l'idée qu'il pouvait faire du mal à sa sœur. Marianne disait que, grâce à toutes les preuves réunies, le système commençait enfin à prendre l'affaire au sérieux. Le lendemain matin, Daisy m'a appelé de l'école pour discuter de la meilleure façon de gérer la situation avec les autres élèves, car la rumeur sur la fausse maladie de Bobby se répandait à toute vitesse. Elle a organisé une réunion de classe pour parler d'honnêteté et de confiance, sans donner de nom, mais tout le monde savait bien de quoi il s'agissait. Elle a veillé à ce que les autres enfants ne s'en prennent pas à Bobby, même si ce qu'il avait fait était grave, car, comme elle disait, 2 erreurs ne font pas une justice. Elle a aussi pris Kelsey à part à l'heure du déjeuner pour lui assurer qu'elle n'avait pas rêvé ce qu'elle avait vécu et que les adultes auraient dû lui accorder plus d'attention. 3 jours plus tard, Kate m'a envoyé un message pour me demander si on pouvait se retrouver seul au café près de mon travail afin d'en discuter. J'ai sorti mon téléphone pour enregistrer notre échange et je l'ai prévenue tout de suite, ce qui était autorisé par la loi chez nous, et elle m'a répondu que ça ne la dérangeait pas. Elle est restée là, à tripoter sa serviette en papier, puis elle a fini par m'avouer qu'elle savait depuis le début que tout ça était mal, mais qu'ils avaient été complètement dépassés par les factures après que Mark ait perdu son emploi l'année précédente. Elle m'a raconté que tout avait commencé parce qu'ils avaient demandé à mamie de les dépanner pour un mois de loyer, puis les gens avaient continué à leur proposer de l'aide et le mensonge avait pris des proportions incontrôlables. Elle m'a assuré qu'ils n'avaient jamais pensé que ça durerait aussi longtemps, mais qu'une fois Bobby embarqué dans l'histoire, ils ne savaient plus comment arrêter sans tout faire exploser. Je ne lui ai pas proposé de pardon, car ce n'était pas à moi de le faire, et je lui ai expliqué qu'elle devrait se racheter auprès de Kelsey et de tous ceux à qui elle avait menti et volé. La semaine suivante, Boswell m'a téléphoné pour m'annoncer qu'elle offrait à Kate et Mark un accord. Ils devaient admettre leur culpabilité pour fraude et tentative de fraude caritative, en échange de quoi ils écoperaient de 5 ans de mise à l'épreuve, rembourseraient chaque centime, accompliraient 200 heures de travaux d'intérêt général chacun et suivraient un accompagnement psychologique obligatoire. Quant à Mark, son discours ne cesse de changer. Un coup, il s'agissait juste d'un malentendu. Un autre coup, d'un petit mensonge qui aurait dérapé. Le fait qu'ils aient sollicité une association destinée à réaliser les vœux d'enfants malades me fait me demander si Kate n'avait pas prévu d'aller encore plus loin dans les arnaques, tout en se plaignant de sa situation auprès de sa famille. Boswell a précisé qu'aucune poursuite ne viserait Kelsey pour avoir cassé le matériel de jeu, puisqu'il avait été acheté avec de l'argent volé de toute façon. Ils avaient 7 jours pour accepter l'accord ou choisir d'aller au procès, où ils risquaient la prison ferme. Pendant ce temps, Mamie a rencontré un conseiller financier au centre communautaire qui lui a fait prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Elle avait donné à Kate presque toutes ses économies de retraite et allait devoir reprendre un emploi à 72 ans juste pour payer ses factures. Le conseiller l'a aidé à postuler pour un poste à temps partiel à la bibliothèque et à établir un budget strict pour tenter de reconstituer peu à peu son épargne. Mamie m'a dit qu'elle préférait aller de l'avant plutôt que de s'apitoyer sur son sort, même si c'était la chose la plus difficile à faire depuis la mort de Papy. Le détective Brandt m'a envoyé une copie de son rapport final, qui confirmait officiellement que le matériel de jeu n'appartenait pas vraiment à Bobby, puisqu'il avait été acheté avec de l'argent issu de la fraude. Cela signifiait que Kelsey n'avait commis aucune infraction en le détruisant et que personne ne pouvait rien lui reprocher. Il a écrit qu'en 20 ans de lutte contre la fraude, il avait rarement vu des éléments aussi clairs et que la famille avait eu de la chance que Kelsey ait tout documenté avec autant de rigueur. Les 2 semaines suivantes, j'ai travaillé avec Marianne pour préparer l'audience devant le juge des affaires familiales en rassemblant tous les témoignages et les preuves dans un dossier. Kelsey s'est exercée à dire ce qu'elle voudrait si jamais le juge tenait à l'entendre, même si les enfants de son âge témoignent rarement. Elle était nerveuse mais répétait qu'elle voulait enfin raconter sa version des faits à quelqu'un qui l'écouterait vraiment.
Le thérapeute de Bobby lui a fait écrire une lettre d'excuse à Kelsey dans le cadre de sa thérapie, mais quand la lettre est arrivée, elle ne comptait que 3 phrases et manquait cruellement de sincérité. Le thérapeute avait ajouté un mot pour expliquer que Bobby avait du mal à accepter ses torts et à comprendre la portée de ses actes, mais qu'ils y travaillaient. Kelsey a lu la lettre une seule fois avant de me la rendre, me demandant de la ranger là où elle n'aurait plus à la voir. 2 semaines plus tard, Kate et Mark se sont présentés au tribunal pour accepter l'accord. Ils avaient l'air exténués, comme s'ils n'avaient pas fermé l'œil depuis des jours. Le juge a énuméré tous les chefs d'accusation et leur a demandé s'ils comprenaient bien leurs engagements. Et ils ont acquiescé. Kate s'est effondrée en larmes tout au long de l'audience, tandis que Mark restait debout, la mâchoire crispée, manifestement furieux contre le monde entier. Le juge leur a ordonné de rembourser 38 000 € à tous les membres de la famille qu'ils avaient lésés. Ils devront verser des mensualités pendant 10 ans, en plus des travaux d'intérêt général dans une banque alimentaire locale. Le juge leur a également interdit à vie de lancer la moindre cagnotte ou collecte de fonds. Juste après l'audience, Marianne a déposé une demande pour prolonger le plan de protection de Kelsey tout l'été, car Kate devait d'abord valider la moitié de ses cours de parentalité et de ses séances de thérapie avant qu'on envisage seulement de lui permettre de revoir Kelsey sans surveillance. Dans l'immédiat, ce plan prévoyait que Kelsey reste chez moi, avec la possibilité pour Kate d'une visite surveillée par semaine au bureau de la protection de l'enfance, si Kelsey s'en sentait capable. Kelsey avait l'air soulagée lorsque Marianne lui a expliqué qu'elle avait au moins 3 mois de répit avant que quoi que ce soit ne change, et peut-être plus si elle ne se sentait pas prête d'ici là. Ce même après-midi, Tante Marie est venue frapper à ma porte avec une enveloppe, demandant si elle pouvait parler à Kelsey quelques instants. Elle s'est agenouillée devant elle et lui a présenté de nouveau ses excuses pour l'avoir bousculée ce jour-là et pour toutes les fois où elle n'avait pas voulu entendre ses appels à l'aide. Elle a reconnu qu'à force de ne penser qu'à la maladie de Bobby, elle avait complètement oublié de voir la détresse d'une enfant qui souffrait sous ses yeux. Dans l'enveloppe, il y avait un chèque de 500 € pour contribuer au financement des séances de thérapie de Kelsey, sa façon à elle d'essayer de réparer les choses. Elle lui a dit qu'elle n'attendait pas qu'on lui pardonne, mais qu'elle voulait que Kelsey sache qu'elle avait compris, finalement, à quel point les adultes l'avaient laissé tomber. Le lendemain matin, Daisy m'a appelé depuis l'école pour me dire qu'elle surveillait l'assiduité de Kelsey depuis qu'elle habitait chez moi et que la différence sautait aux yeux. Quand je suis venu chercher Kelsey cet après-midi-là, elle m'a montré des graphiques. Kelsey avait raté 23 jours le semestre précédent, mais n'en avait manqué qu'un seul depuis qu'elle vivait à la maison. Daisy avait déjà pris contact avec les enseignants pour mettre en place un plan de rattrapage qui ne la mettrait pas sous pression. Chaque prof a accepté que Kelsey rende un devoir en retard par semaine, jusqu'à ce qu'elle ait tout bouclé. Et il s'était engagé à ne pas lui mettre 0, mais à noter partiellement ses travaux. Madame Richard, de son côté, s'est même proposée pour rester après les cours le mardi, afin d'aider Kelsey en maths, parce que Bobby avait abîmé une bonne partie de ses cahiers. Dès la 2e semaine, les notes de Kelsey ont commencé à remonter, et les profs m'envoyaient des mails pour me dire qu'elle participait en classe et qu'elle s'ouvrait enfin aux autres à la cantine. À peu près une semaine plus tard, l'oncle Tony s'est pointé chez moi avec un gros carton, suivi de près par Tante Marie qui tenait une enveloppe. Ils avaient fait le tour de 3 magasins de musique pour dégoter un clavier d'occasion. Il n'était pas flambant neuf, mais il était en parfait état et pas trop cher. Ils avaient trouvé un Yamaha à 61 touches, avec son support et un banc assorti. Tony l'a installé dans la chambre de Kelsey pendant que Marie m'expliquait qu'il ne s'agissait pas de se faire pardonner, mais juste de remplacer ce que Bobby avait détruit. Kelsey s'est assise devant le clavier, a posé les mains dessus, et après avoir pressé quelques touches, elle a lentement retrouvé de mémoire les notes de « Ah, vous dirais-je, maman ». Lorsqu'elle a terminé, elle s'est retournée vers moi avec le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis des semaines. La séance avec la psychologue a commencé le lundi suivant. C'était une spécialiste des enfants ayant vécu des traumatismes. Au début, Kelsey ne voulait pas parler, alors la psy lui a tendu du papier et des crayons de couleur. Kelsey a dessiné son hamster encore et encore, utilisant toutes les nuances de marron et de gris pour que sa fourrure soit parfaite. Puis, elle a dessiné Bobby tenant le hamster sous l'eau, pendant qu'elle-même se tenait là, en pleurs. La psychologue ne l'a pas forcé à s'exprimer. Elle l'a juste laissé dessiner, hochant la tête quand Kelsey a enfin murmuré qu'elle se sentait à la fois en colère et effrayée. Après la séance, la psychologue m'a dit que c'était très positif que Kelsey arrive à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, au lieu de tout garder pour elle. Pendant ce temps, Mamie avait commencé à aller à un groupe de soutien au centre des seniors, destiné aux victimes d'escroquerie. Après sa 3e réunion, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait enfin arrêté de culpabiliser d'avoir été trop confiante. L'animatrice lui avait expliqué que les escrocs s'en prennent souvent à la famille parce qu'ils savent que les gens veulent aider leurs proches. Mamie apprenait à se concentrer sur la reconstruction de ses finances, plutôt que de se laisser engloutir par la honte d'avoir perdu sa retraite. Un mois plus tard, le détective Brandt m'a appelé pour m'annoncer que l'enquête était officiellement close. Kate et Mark avaient fait leur premier versement de restitution, 800 $, qui serait réparti entre tous les membres de la famille touchés. Ils assistaient aussi chaque semaine à leur séance de thérapie obligatoire et avaient commencé leur service communautaire à la banque alimentaire. La justice avait suivi son cours, il ne restait plus qu'à attendre qu'ils respectent l'accord de plaidoyer.
Quelques jours après, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une femme s'est présentée comme journaliste du journal local et m'a expliqué qu'elle avait entendu parler de notre histoire par le biais des dossiers du tribunal. Elle voulait m'interviewer pour écrire un article, voire obtenir des photos de Kelsey pour illustrer son papier « Société ». Je l'ai tout de suite arrêtée. Il était hors de question de sacrifier la vie privée d'une fillette de 8 ans pour un article de presse. Elle a essayé d'insister en me disant que ça pourrait aider d'autres familles à repérer les signes d'une arnaque, mais je n'ai pas cédé. Elle a fini par comprendre et m'a remercié pour le temps que je lui avais accordé. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce matin terrible chez Kate, quand tout avait explosé. L'assistante sociale de la protection de l'enfance avait organisé une rencontre encadrée entre Kelsey et Bobby pour voir s'il était possible de repartir sur de nouvelles bases. Bobby d'un côté de la pièce avec son thérapeute, Kelsey, de l'autre avec la sienne. L'assistante sociale a rappelé les règles d'une communication respectueuse, puis a demandé à Bobby s'il voulait dire quelque chose. Il a baissé les yeux et murmuré à voix basse qu'il savait avoir blessé Kelsey et qu'il regrettait. Kelsey l'a écouté sans rien dire. Au bout d'une vingtaine de minutes, elle a fait savoir qu'elle voulait partir. Tout le monde a respecté son choix, sans chercher à la retenir ni à la pousser au pardon. L'assistante sociale a souligné l'importance pour Kelsey d'avoir le contrôle sur ce genre de moment, après avoir été privée de toute maîtrise pendant si longtemps. De son côté, Kate faisait de gros efforts pour répondre à toutes les exigences du tribunal et avait transmis la preuve qu'elle avait validé la moitié de ses cours de parentalité. Elle avait aussi rédigé une lettre de 3 pages à l'attention de Kelsey, que Marianne m'a remise. Dans cette lettre, Kate admettait qu'elle n'avait pas su protéger sa fille de la violence de Bobby et qu'aveuglée par ses propres problèmes d'argent, elle était passée à côté de la souffrance de Kelsey. Elle écrivait que si Kelsey ne lui pardonnait jamais, elle le comprendrait, mais qu'elle espérait de tout cœur qu'un jour elle pourrait renouer. Elle ne demandait rien, ne cherchait pas à culpabiliser Kelsey. Elle reconnaissait juste ses erreurs. Kelsey a lu la lettre une fois, puis me l'a rendue en me demandant de la ranger dans un tiroir pour ne pas la voir tous les jours. 2 semaines plus tard, nous sommes allés au bureau de la protection de l'enfance pour la première visite supervisée entre Kelsey et Kate. Il y avait une petite pièce avec des jouets et des livres où elles pouvaient passer 1 heure ensemble sous l'œil attentif d'une assistante sociale. Ça avait bien commencé, Kate posait des questions sur l'école et sur le nouveau clavier, mais au bout d'un moment, elle s'est effondrée en larmes, répétant à quel point Kelsey lui manquait et combien la maison était vide sans elle. Kelsey s'est levée et a demandé à la superviseure si elle pouvait partir. L'assistante sociale a aussitôt mis fin à la visite et m'a ramené Kelsey. Quant au détective Brandt, il s'est contenté d'ajouter que Kelsey avait tout documenté à la perfection. 20 ans de métier et c'est l'un de ses dossiers les plus simples. Curieusement, toutes ces excuses et ces histoires de remboursement arrivent pile au moment où tout le monde doit rendre des comptes devant la justice. Dans son rapport, elle a signalé que Kelsey avait su défendre ses besoins comme il fallait quand elle s'était sentie mal à l'aise. La fameuse audience des 4 mois a finalement eu lieu au tribunal. Le juge a passé en revue tous les rapports de la protection de l'enfance, des thérapeutes et même celui de Daisy, l'enseignante. Marianne a témoigné que Kelsey s'épanouissait chez moi et a conseillé qu'elle y reste au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le juge s'est renseigné sur l'avancement de Kate dans ses démarches. On lui a dit qu'elle respectait tout ce qui lui était demandé, mais que la thérapie prendrait encore du temps. Du coup, il a confirmé que Kelsey restait chez moi, avec un planning adapté pour que Kate puisse récupérer peu à peu des visites sans surveillance si elle continuait ses efforts et acceptait les limites posées par Kelsey. Après le tribunal, Kelsey et moi sommes allés fêter ça avec une glace. Elle m'a soufflé qu'elle était soulagée de ne pas devoir rentrer tout de suite chez sa mère. 2 jours plus tard, tonton Tony a lancé un nouveau groupe familial sur son téléphone en y ajoutant tout le monde sauf Marc. Il a affiché tout en haut du chat des règles sur l'importance d'écouter les enfants quand ils disent que quelque chose ne va pas, puis il a épinglé le message d'excuse de Tata Marie, dans lequel elle reconnaissait qu'elle aurait dû croire Kelsey pour le lapin. La première semaine, personne n'a vraiment parlé dans le groupe, mis à part quelques partages de photos de repas ou des nouvelles de la météo. J'ai vu que la maison de quartier proposait des ateliers d'art gratuits, alors j'ai rempli tous les papiers de bourse pour Kelsey sous son regard attentif pendant que je cochais chaque case. À l'accueil, la dame a tamponné les dossiers et nous a remis une liste de fournitures toutes prises en charge par le programme. Kelsey a choisi une pochette violette pour ranger son matériel et a passé 20 minutes à hésiter entre plusieurs carnets de dessin dans le magasin. Son premier atelier avait lieu un mardi. Elle est revenue les mains couvertes de fusain, toute fière de me montrer comment on nombre une sphère. Kate continuait à verser ses mensualités à tout le monde et Mamie m'a dit qu'elle avait déjà récupéré près de 5 000 €. Mamie a trouvé un petit boulot à la bibliothèque 3 jours par semaine, où elle s'occupe des retours de livres et aide au club lecture des enfants. Elle a envoyé à Kelsey une photo d'elle avec son badge de la bibliothèque. Le psy de Bobby m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait écrit une nouvelle lettre d'excuse en me demandant si Kelsey voulait la recevoir. Je lui ai posé la question, elle a dit oui, alors la lettre est arrivée à la maison. 3 pages où Bobby expliquait qu'il comprenait combien Kelsey avait dû avoir peur quand il avait tué son hamster et à quel point il avait eu tort de l'insulter à l'école. Son écriture restait brouillonne, mais on sentait qu'il avait vraiment voulu expliquer chaque erreur.
Kelsey l'a lu 2 fois puis l'a rangé dans son bureau à côté de l'autre. Les visites surveillées à l'aide sociale à l'enfance se passaient assez bien, si bien que Marianne a donné son feu vert à Kate pour une sortie non surveillée au parc. J'ai accompagné Kelsey un samedi matin. Kate était déjà assise sur un banc, du pain à la main pour les canards. Elles sont parties ensemble vers l'étang, pendant que je restais dans la voiture, d'où je pouvais les voir sans entendre ce qu'elles se disaient. Kelsey a montré à sa mère sa pochette d'art et Kate a regardé attentivement chaque dessin. 2 heures pile après, Kelsey m'a retrouvé à la voiture. Kate lui a simplement fait un signe depuis le banc. Dans la voiture, Kelsey m'a raconté qu'elles avaient parlé de son cours d'art et de sa prof préférée à l'école, mais que sa mère n'avait pas pleuré ni insisté pour qu'elle rentre. Cela faisait 4 mois que tout avait explosé ce matin-là, et depuis, notre famille avait trouvé un autre équilibre. Tonton Tony m'appelait chaque semaine pour prendre des nouvelles de Kelsey, lui envoyant parfois des cartes cadeaux Amazon pour ses fournitures d'art. Tante Marie déposait des plats cuisinés devant la porte avec des petits mots disant qu'elle ne voulait pas déranger, elle voulait juste donner un coup de main. Mamie, grâce à l'argent rendu, avait remboursé ses dettes et déménagé dans un petit appartement près de la bibliothèque où elle travaille. Kate et Mark faisaient tous les deux des heures sup pour continuer à payer les mensualités tout en assurant leur service communautaire le week-end. Mark nettoyait les tags, Kate triait les dons à la banque alimentaire. Les procureurs estimaient qu'ils remplissaient leur part du contrat et qu'ils restaient à l'écart des ennuis. Tous ceux qui avaient redonné de l'argent pour les fausses factures médicales en récupéraient au moins une partie. Et s'ils continuaient à travailler, ils seraient remboursés jusqu'au dernier centime. Bobby poursuivait sa thérapie chaque semaine et son psy disait qu'il commençait à comprendre pourquoi ses actes faisaient souffrir les autres. Il avait rejoint un groupe de jeunes à la maison de quartier où il faisait du bénévolat et apprenait l'empathie. Le psy pensait que peut-être dans un an, Bobby et Kelsey pourraient tenter de se reparler, si Kelsey en avait envie. Un jeudi matin comme un autre, Kelsey était assise à la table de la cuisine, plongée dans son nouveau carnet, à fredonner une chanson apprise en cours de musique. Elle dessinait un arbre plein d'oiseaux et ajoutait les feuilles une à une, ses crayons de couleur éparpillés autour d'elle. Son bol de céréales était à moitié vide, son cartable déjà prêt pour l'école. Elle a levé les yeux vers moi et m'a demandé si je pouvais signer une autorisation pour une sortie au musée d'art le mois prochain. J'ai signé le papier, lui ai donné de quoi payer le déjeuner, puis elle s'est remise à son dessin. Elle ne parlait pas de pardon, de guérison, ni de grandes théories. Elle dessinait, allait à l'école, jouait avec le chat des voisins, menait sa vie d'enfant, tout simplement. C'était ça, le plus important. Qu'elle se sente assez en sécurité pour juste avoir 8 ans. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir traversé tout ça avec moi aujourd'hui. C'était vraiment sympa de tout explorer ensemble. On se retrouve au prochain épisode. Et au fait, abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci.